Madame, Messieurs, et bienvenue sur Chancela Tchala News, votre média d'actualité. Nous sommes là dans les contextes des réactions, ce qui concerne la sortie du gouvernement. Est-ce que les acteurs politiques sont convaincus finalement de cette idée de l'union sacrée? Est-ce que l'union sacrée a encore de l'avenir? Là, nous sommes à l'Assemblée nationale où une réunion urgente s'est tenue entre les députés au Bamoni ba province na bango kozala représenté te na kati ya ba nomination baza kolenge la bande ko balandi na suna na pesibino na litoi na soupçonné bino na na fuli bino mo information na litoi boye bango bongo ke baza prêt ya ko quitter union sacrée to tu kozala na bango balobi ça ne peut pas se faire comme ça bango ba se démener ba se battre na kati ya liwana bomo ba pesi bomo na bango poté ba créer union sacrée. Aujourd'hui ils sont récompensés, ils sont payés en monnaie de singe, baza prêt à ko quitter union sacrée et demain il y aura une déclaration qui sera faite par plus de 160 députés membres de l'union sacrée qui se sont décidés, Madame, Messieurs, de pouvoir se prononcer finalement en étant lésés après la sortie du gouvernement. Malgré cela, il y a certains d'entre eux qui ont réagi, qui ont donné leur lecture de ces gouvernements Sama Lukonde qui est sorti. Certains sont satisfaits des efforts déployés par les chefs de l'État en ce qui concerne la représentativité de la femme dans ces gouvernements, mais aussi de la jeunesse. Les nouvelles figures inspirent quelque chose en termes de confiance, mais certaines figures anciennes, par exemple, au bazar reconduit. Dans le temps, comme on a bango até, député bazar mécontent comme on a bango parce que selon eux, les présidents a promis qui bango et que le gouvernement cause la batu nyon soya sika et cause la batu ya kalaté, donc ils sont déçus. Donc aussi la bino déclaration na bango, explication na bango bokolanda yango en direct à Chancela Tchala News Awa. Et puis on partira du côté de la Cinco, Madame, Messieurs, où la Cinco s'indigne en tout cas contre la désactivation des écoles fictives faites par l'IGF, sur recommandation de l'IGF, et c'est le Premier ministre qui a signé en tout cas la désactivation de ces écoles-là. Ils sont mécontents, la Cinco est mécontente à travers son secrétaire général, Abbé de l'Ancien Cholet. Ils se sont exprimés, les évêques catholiques, pour dire qu'il y a des écoles qui ont existé depuis l'époque des Mobutu, qui sont désactivées également parmi ces écoles-là, ce qui n'est pas du tout normal. Ils sont en train de plaider auprès du chef de l'État afin que ces écoles-là soient à nouveau activées afin de favoriser l'éducation nationale et surtout ne pas perdre le temps alors que le temps est déjà perdu avec cette fameuse histoire des coronavirus. Madame, Messieurs, merci de nous avoir suivis, merci d'avoir été là. Vous avez également suivi les réactions des députés nationaux. On vous laisse d'abord suivre et puis on va conclure. Seigneur notre Dieu, nous te rendons grâce une fois de plus. Tu as voulu que nous puissions nous rassembler dans cette salle avec nos amis de la presse. Nous te rendons grâce parce que tu as veillé sur l'air vide jusqu'à cet endroit. Nous te confions cette séance. L'abbé Donat particulièrement qui va intervenir pour que ton esprit l'assiste et que ce qu'il va dire puisse réconforter notre peuple. Nous l'avons demandé au nom puissant de ton Fils, il est Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Amen. Voilà, chers professionnels des médias. Ce matin, vous êtes une fois de plus invités ici. La Senco va tenir un point de presse par l'intermédiaire de son secrétaire général, M. l'abbé Donat Ndiolé. Ce point de presse va s'articuler autour des écoles désactivées, des écoles publiques, mais à l'occasion aussi, M. l'abbé parlera des écoles fictives dont on parle, surtout dans les réseaux catholiques. M. l'abbé, vous avez la parole. Je vous remercie, professeur Nickel. Déclaration de la Senco sur la situation des écoles détenant de faux arrêtés. La coordination nationale des écoles catholiques a reçu le 30 mars 2021 une correspondance du secrétaire général à l'enseignement primaire, secondaire et technique, EPST, datée du 26 mars 2021, qui lui annonce la désactivation des listes de paye de plus de 600 écoles conventionnées catholiques
au motif qu'elles détiennent de faux arrêtés de ministre de l'EPST. Cette annonce a affecté plus de 6 000 enseignants des écoles concernées. La SENCO apprécie l'idée de rétablir l'ordre dans le secteur éducatif en mettant fin à la circulation de faux documents et la création anarchique des écoles, et elle est disponible d'offrir son expertise à cette fin. En ce qui concerne les écoles catholiques répertoriées comme fonctionnant avec de faux arrêtés, nous relevons le fait que plusieurs sont de très anciennes écoles créées depuis la Deuxième République, voire même depuis l'époque coloniale. À titre illustratif, je citerai les écoles primaires Kabisoko et Kitamulikwa dans le territoire de Rutshuru, Nord Kivu, qui sont issus de la scission de l'école primaire Lulenga de l'époque coloniale, auquel on a donné de faux arrêtés en 1993, il y a donc 28 ans. L'école primaire Munandi dans le territoire de Kaninting, Olomami, créée en 1942, à laquelle on a donné un arrêté en 2002 suite au changement de structure. L'école primaire Siamina Kikaku, où a étudié notre coordinateur national dans le territoire de Kasongolunda, dans le Kwango, créée avant l'indépendance, mais à laquelle on a donné un arrêté en 2005. Le collège Kinyati, dans le territoire de Massimanima, dans le Filo, créé dans les années 60, auquel on a donné 2 arrêtés en 2012 et en 2013, suite au changement de structure dû au développement de l'école. Il ne s'agit donc pas des écoles fictives. Elles fonctionnent normalement en se faisant contrôler par les inspecteurs et par les services du SECOP chaque année depuis leur création. Elles présentent les élèves aux épreuves de fin de cycle. L'on perçoit ainsi l'urgence d'un travail de vérification beaucoup plus approfondi qui demande énormément de temps nécessaire afin d'établir les responsabilités de ces faux arrêtés. Tout comme il y a nécessité de régulariser les écoles victimes de ce système et de nettoyer le fichier du personnel. En attendant la finalisation de cet important travail, la SENCO prie les autorités compétentes de surseoir à cette décision de désactiver des listes de paye les écoles qui remplissent les critères requis de viabilité afin de garantir le droit à l'éducation des élèves et le salaire des enseignants qui y travaillent. Puisse la lumière de la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ éclairer les uns et les autres afin de garantir la bonne croissance physique, intellectuelle et spirituelle de nos enfants pour la gloire de Dieu. Je vous remercie. Vous savez, secrétaire général, il y a un ministère, il y a enseignement primaire, secondaire et technique, a commis Mukanda, la coordinateur national avec l'école catholique, on a connu Bisaete, Bakolongola, la liste, il y a paye, donc il y a Bafuta comme enseignant. Il y a 600, plus de 600 pour les 600 écoles conventionnées catholiques. Bambade, na l'école Wana, Ndenge Balobi, les amis qui ont fonctionné pour le Lenge Adibé pour l'État, n'a pas arrêté à l'Okuta. Yangoana, a fait batumi, babani pour ça, la commentaire Balobi, na église catholique, l'école fictive,
ezali mingi balingi babebisa réputation yango wana tokanisaki na niveau ya secrétariat général kosala déclaration mpona koloba ya liboso te senko azali kosepela mingi na likanisi oyo ya kotia ordre na secteur ya éducation mpona kosukisa makambo oyo ya badocument lokote ezali kotambola na administration ezali likambo mabe mpe na baekole oyo bazali kosala vraiment na ndenge elongobani te na nzela ya mibeko ya leta te senko mpe alobi te ezali ayebi mpe kocontribue kopesa expertise na ye kopesa maboko mpo leta mona polele na makambo mana mpona baekole catholique oyo ezali koleka 600 oyo balobi te ezali kofonctionne na ndenge ya mikanda elongobani te oyo bakamati décision bakata bango baenseignant baza kosala mosala kuna koleka 6000 bazwa lisusu salaire te awa tozwi sango wana tozwi bainformation na badiocese nyonso elakisi polele te baekole mingi ezali baekole oyo ezali kofonctionne déjà koleka même na ntango ya colonisation na ntango même ya liboso ya indépendance yango wana opesaki boko bandakisa na kati ya bandakisa wana na ekole oyo coordinateur na biso oyo na ekole atangaki eza mpe na kati ya liste wana lokola ekole ezali kofonctionne na ndenge olobani te alors que ezali ekole ebandi déjà banda baindépendance na baekole wana mbula na mbula bazwaka contrôle ya secor baekole wana epresentaka bana na batest ya fin ya cycle na niveau primaire comme na niveau ya examen d'état yango wana tolakisi polele te ezali baekole fictive te ezali ekole sur papier te ezali baekole oyo soki bakei bakomonaka ezali kofonctionne kobanda bambula na bambula mpe bacadre mingi ya mboka na biso na baministre mingi batanga mpe na kati ya baekole wana oyo lelo baloba te leta ayebi yango te ezali likambo okama yango wana donc bazali kofonctionne normalement me kasi eza kolakisa na ndenge makambo esalemi ke mosala monene oyo ezali kosenga ntango esalema mpona koyeba me baarete wana lokuta euti wapi parce que baekole eza baekole eyebanaki nani apesaki yango donc ekosenga bamosala ekosenga ntango mingi peut-être même mbula moko mibale alors esika te bakata salaire ya baenseignant koleka 6000 mpona baekole catholique na baekole mosusu tembe te eza koleka ya mingi esika te bakata salaire ya baenseignant wana esika te bana baenseignant bakota par exemple na grève eke bana batanga lisusu te yango wana senko asengi na bakonzi te mobeko wana oyo bazwi o secrétaire général ya enseignement apesi akolongola baekole wana na liste appel batiango nano na pembeni esika te basala mosala na bozindo mpona koverifie pamba te lokola opesi ndakisa ya boko baekole mingi ezali nango baekole oyo ezali vraiment koremplir bacondition esengeli mpo bana batanga malamu ezali mpona kogarantir droit ya éducation ya bana pamba te soki baaplike décision wana lelo na niveau ya baekole nyonso ezali motu ya mingi koleka 600 ezali kaka ekole catholique tokotanga nombre ya bana oyo bazali kotanga na baklasse wana ekokoma bamillion alors ezali likambo koki komema mwa mobulu na mboka malamu bongo bazela basala mosala na malembe toyeba responsabilité ezali wapi. Merci. Voilà, merci beaucoup, monsieur l'abbé. Ça, nous accordons la parole, chers journalistes. Mais il serait mieux de dégager un peu parce qu'il y en a qui sont assis, on ne les voit pas. Madame,
Voilà, si on peut mettre un peu d'espace pour terminer derrière. Voilà, donc ceux qui ont des questions à poser par rapport à l'exposé de M. Lavé, ils peuvent déjà prendre la parole. Oui. Oui. Ok, merci beaucoup. Théodore Gandou pour le compte de Géopolis. Je disais Théodore Gandou pour le compte du journal Géopolis. Vous avez commencé, vous avez décrié tout à l'heure le fait que 600 écoles, pour la plupart conventionnées catholiques, soient désactivées pour détention de faux d'arrivée, et considérées comme étant écoles qui vivent. Est-ce, selon vous, un travail fait dans la précipitation par le ministère de l'EPST? Est-ce ces documents qui sont considérés aujourd'hui comme faux ont été, lors de la vérification, vous avez été associé au contrôle de ce document? Est-ce que la SENCO était associée ou la coordination des écoles catholiques était associée? La deuxième question, quelle démarche allez-vous entreprendre en dehors de cette déclaration que vous venez de faire? Quelle démarche allez-vous entreprendre pour rétablir ces écoles-là dans leurs droits? Parce que la crainte est que demain, qu'elles soient élaguées de la liste de tête, et c'est plus de 1000 élèves ou 1000 enseignants qui pourront en être victimes, ce qui ne sera pas bien pour le pays. Donc, quelle démarche allez-vous entreprendre par rapport à ça pour que la situation soit rétablie? Et enfin, vous êtes secrétaire dans le porte-parole de la SENCO. Le gouvernement, et en dehors un peu de la tête que vous évoquiez tout à l'heure, le gouvernement Samandoukonde a été rendu public avant-hier. Quelle est votre réaction et quelle lecture faites-vous de cette équipe gouvernementale? Merci. Merci. Il y a encore des questions là. Oui. Dans les 600 écoles que vous avez énumérées pour les comptes des écoles conventionnelles catholiques, alors il y a combien d'écoles qui datent de l'époque coloniale? De l'époque coloniale et après l'indépendance aussi pour la deuxième république. Vous avez énuméré combien par rapport à ces écoles-là? Tout ça, c'est les 600 qu'on doit, on doit écarter par rapport à cette décision. Soit il y a un nombre que vous avez énuméré. Merci. Merci. Oui, mais ça fait on va d'abord avec les questions. Ok. Pour la première question, les 600 écoles d'instituts, les 600, il ne s'agit que des écoles catholiques. Il ne s'agit que des écoles catholiques. Si on doit mélanger avec les autres réseaux, on serait, je ne sais pas, on parle de 4000 et un peu plus, là ça ne nous engage pas. Ce qui nous concerne, je crois précisément 612 écoles catholiques. Alors, qu'est-ce qui a fait qu'ils arrivent à cela, un travail de précipitation? Ça, je ne saurais pas vous le dire. C'est à vous d'aller répondre à eux de vous répondre. Mais ce qui est désolant, c'est qu'on n'a pas été associé à cette démarche. Alors, deuxième par rapport au gouvernement, je pourrais répondre à la fin, ce n'est pas l'objet maintenant. Oui, les démarches maintenant. D'ailleurs, si on a voulu rendre cette déclaration publique, c'est à cause de l'intoxication qu'il y a dans les réseaux sociaux où on parle d'autant d'écoles fictives qu'on retrouve dans les réseaux catholiques. C'est pour répondre un peu à ceux-là qui veulent intoxiquer les gens.
Mais il est certain qu'on va voir les autorités compétentes à différents niveaux. Comme je dis, là, il ne s'agit que des écoles catholiques. Si on considère les écoles catholiques seulement, plus de 600, il faut compter au moins plus de 6 000 enseignants touchés. Imaginez si c'était dans les 4 000, on serait dans les 40 000 enseignants, 2 millions. Donc, c'est quelque chose qui peut perturber la paix sociale. Mais nous ne condamnons pas, nous demandons simplement le fait que ce travail a été fait. Bon, il doit falloir des raisons pour le faire, ça nous ne savons pas. Mais nous constatons simplement que dans ce qui a été fait, il y a beaucoup d'erreurs. Beaucoup d'erreurs. On a là juste, je passe à la deuxième question, on a relevé là les échappées à titre illustratif. Mais ce qui est certain, tous les coordinateurs interrogés jusque-là, tous affirment que les écoles qui se trouvent dans la liste sont des écoles qui fonctionnent normalement depuis des dizaines d'années. Ce qui nous paraît certain aussi, c'est qu'il y a effectivement de faux arrêtés. Alors le problème maintenant, c'est la responsabilité de qui? Une école qui fonctionne normalement, qui subit chaque année le contrôle de ses COP. 10 ans, 20 ans, 30 ans après, vous dites que ce sont de faux arrêtés. On doit savoir qui a donné ces arrêtés-là. Le plus important, est-ce que ce sont des écoles? Parce que les enseignants jusque-là sont payés. Alors, est-ce qu'il y a des raisons pour qu'on ferme ces écoles? Ça, c'est un travail qui demande du temps. Et ce serait imprudent de pouvoir désactiver ces écoles de liste de paye alors qu'il y a déjà des indices clairs que non, c'est la réalité haute. Merci. Il y a encore d'autres questions. Oui. Oui. Mike Pacote pour le compte du Top 243 News. Ma question est celle-ci. Parce que le secrétaire de la CND a bien sûr vient de dire que vous avez constaté qu'il y a plus de 600 écoles conventionnées catholiques qui sont désactivées dans le système ou bien dans le système de l'enseignement national. Maintenant, il vient même de confirmer que vous n'aviez pas encore entrepris certaines démarches pour savoir exactement qui a donné l'ordre de désactiver ces écoles parce que vous craignez qu'il n'y a plus des enseignants qui seront en chômage. Alors pourquoi ne devriez-vous pas entreprendre d'abord cette démarche avec les autorités compétentes dans le secteur de l'enseignement national avant de faire ces points de presse? Moi je pense qu'apparemment il y a un point de divergence, à moins que je ne comprends pas à ce que je suis en train d'entendre en ce moment. Je voudrais un peu avoir des précisions quant à ces... Merci. Oui, monsieur Abbé. Alors, merci. Vous êtes dans le monde du média. Vous savez que la SENCO est victime d'une campagne d'intoxication. Ça m'étonnerait que vous ne soyez pas au courant. Vous n'avez pas lu quelque part que l'Église catholique compte beaucoup d'écoles fictives en son sein. Deuxième précision, nous n'avons pas constaté qu'on a désactivé. On a reçu une lettre officielle annonçant dans les médias la désactivation. Donc, si ça va être appliqué, ça va être à la fin déjà pris en compte ce mois d'avril ici. Donc, c'était annoncé. Alors, entre-temps, nous avons la certitude de nous avoir donné des cas là, des écoles qu'on ne peut pas, donc pour lesquelles il n'y a pas de raison qu'on considère que ce n'est pas viable, parce que ça fonctionne depuis des dizaines et dizaines d'années. Alors, le fait de faire ce point de presse, parce que c'est un problème qui, dans l'opinion, est commenté dans tous les sens. Nous voulons préciser l'opinion et en même temps aussi interpeller, inviter les autorités à la prudence. Donc, je ne vois pas là où vous percevez le problème. Si nous voulons nous dire à l'opinion qui est intoxiquée qu'il ne faut pas suivre cette intoxication, voilà la réalité des choses. C'est tout. Merci, M. Abbé. Il y a encore des questions.
Ma question est plus ou moins simple. Le secrétaire général actuel a travaillé pendant 5 ans au CECOPE, de 2012 à 2017. Et il n'a pas remarqué tous ces arrêtés fictifs. Comment est-ce que juste à peine 4 ans qu'il a quitté, on nous fait remarquer qu'il y a tout cela? Qu'est-ce qui a poussé? S'il y a une idée là-dessus. C'est une bonne question que je suggère aux journalistes d'aller. Ils sont là pour chercher l'information. Le père a posé une bonne question. Comment se fait-il que celui qui est le secrétaire général a été lui-même a dirigé la CECOP, le service de contrôle? Qu'est-ce qu'il fait? Pour moi, je n'ai pas de réponse. Qu'on aille lui poser la question. Donc, je reviens sur la question de l'autre. Donc, moralité oblige à vous, les journalistes, pour nous avoir écoutés, dans vos commentaires, de dire clairement que contrairement à l'intoxication de la présence des écoles fictives, voilà la vérité qui vous a été annoncée. Merci, M. Gabriel. Bon, sur le gouvernement, écoutez, ce n'est pas l'objet, mais je réponds quand même. Je peux dire simplement ce que j'ai constaté. C'était un gouvernement qui a beaucoup de femmes, ça c'est à saluer. C'est un gouvernement qui a beaucoup de gens qualifiés, qui ont la compétence, ça il faut saluer. De nouvelles figures qui ne sont pas habitués à gérer la façon qui a été déplorée. Ça, c'est à saluer. Nous ne pouvons que les féliciter, les encourager à faire mieux et la SENCO est là pour les accompagner. Une question. Oui. Narcisse Ndoumba pour Patrimoine. En fait, secrétaire général, il circule déjà sur les réseaux sociaux un article qui parle des codes conventionnels catholiques. On exige à tous les élèves d'acheter une cible RTL à $10, sans lesquels les élèves n'auront pas l'accès dans les écoles. Merci pour l'information. Au niveau national, nous ne sommes pas informés. Est-ce que cet article-là parle des écoles catholiques, mais d'une école conventionnée catholique? À quel endroit? Nous, on est au niveau national. Toutes les écoles, non, là, je peux dire. Non, voilà, donc, c'est dommage. Je vous confirme, il y en a à Elikia. Moi, mon fils est à Elikia. Ouais. Nous avons dit un film à $10 pour le cours en ligne. Pour le voilà. Voilà. Là, il y a des jeunes riches. Je crois que comme journaliste, d'abord, ce n'est pas quelque chose qui engage les écoles conventionnelles. Là, il s'agit d'un arrangement, je comprends, au niveau d'une école, de quelques écoles, pour que les enfants aient une valeur. Si j'ai bien compris la date, je ne sais pas de quoi il est question, il s'agit de cours en ligne. Donc, ça n'est pas un signe de communication. Et ça, c'est une valeur ajoutée. Si les enfants ont une expérimentation, et c'est quelque chose qu'il faut encourager. Est-ce qu'on fait la médiocrité ou la qualité de l'enseignement? Mais non, quand même. On vient de nommer un ministre de numérisation. Mais le pays doit aller de l'avant. Donc, bref, ce n'est pas une chose qui engage. Il n'y a eu aucune instruction de la hiérarchie de l'Église catholique par rapport à cela. Et je crois comprendre par rapport aux explications de la dame d'un enfant Elika que c'est quelque chose qui est fait au niveau de l'école pour un service de qualité qui n'est pas donné d'habitude. Une innovation. Oui. Voilà, nous parlons d'éducation. La CENCO des plans qui vient du monde de l'école. Mais il y a une information qui s'est passée à l'école pour le collège Notre-Dame du Bourreau, où la directeur s'impose la quatrième d'enseignement. Êtes-vous au courant de ça? Il a été sauvé par ses élèves parce qu'il était arrêté par le service sécurité. Pourquoi le sabotage de la quatrième d'enseignement? Je vous dis, je crois qu'on avait déjà fait une communication là-dessus. L'Église catholique, dans nos écoles, le point que nous avons fait au mois de février, dans 98,8% des écoles, on pratique la gratuité, même au prix de la justice.
il y a des endroits où pour sauver la gratuité, on fait travailler des enfants. Il y a des endroits où pour sauver la gratuité, on oblige les enseignants qui sont payés de cotiser quelque chose à d'autres enseignants. Et dans mon entreprise, dans 1,2%, notamment dans les grandes villes, et ça ne m'étonnerait pas que cette école soit là-dedans, il y a des problèmes. Des problèmes qu'il faut voir objectivement. Mon frère, vous savez qu'il y a des écoles où les enseignants ne sont pas payés depuis le mois de juillet. Comment pouvez-vous demander contrairement à ceux qui sont au village, qui viennent au travail sans transport, à un parent qui se déplace, qui dépense autant d'argent, lui demander de travailler pour rien recevoir, pour recevoir au moins qu'il dépense pour les transports. Ce sont des problèmes sérieux qu'on doit aborder avec des responsabilités. Ce n'est pas du sabotage. Et nous sommes regardants là-dessus. La CNCO soutient la politique de la gratuité. Vous avez approché la paix. C'est vous qui me donnez l'info. Nous, on est au niveau national. Ce n'est pas mon niveau d'aller. Il y a combien d'écoles? Il y a combien d'écoles? Je ne compte pas, il y en a tant en fait. Vous demandez au Premier ministre d'aller savoir quelque chose qui se passe dans un secteur, dans un village, pour qu'il est Premier ministre. Je ne sais pas si la question est déjà posée, mais je voulais seulement informer à l'abbé Cholé qu'à Boudjala, dans les diocèses de Boudjala, école, lycée et école Liboké, au niveau de Epebao, l'école primaire, ils continuent à payer. Je ne sais pas, à Saint-Paul ou aux écoles catholiques, il n'y a pas de gratuité. Mes frères, mes petits frères étudient là, je ne sais pas. Je viens de répondre à cette question. Nous avons nous-mêmes fait l'état des lieux. Dans 98,8% de nos écoles, il y a la gratuité, même au prix de l'injustice. L'Église est en train de consommer une certaine injustice sociale pour sauver la politique de la gratuité. Exemple, dans des villages, comme chez moi dans mon village, dans mon diocèse, on oblige aux enseignants qui reçoivent, les pays qui reçoivent, de cotiser quelque chose pour ce que l'État ne paye pas. C'est là le grand problème. C'est parce que l'État ne paye pas tout le monde. Mais on veut que tout le monde enseigne gratuitement. Alors l'Église, pour sauver la politique de la gratuité, a trouvé des solutions locales. On fait ces cotisations-là, mais au final, même ceux-là qui bénéficient des cotisations des autres n'ont que 10 000 francs, 20 000 francs le mois. Et les lobbying que vous exercez auprès des autorités? Il y a des endroits, mais c'est ça justement, il y a des endroits où on fait travailler les mêmes élèves pour que les parents ne travaillent pas, ne payent pas. Les élèves font des champs pour payer les enseignants. Vous trouvez ça juste? Mais on le fait pour sauver la politique de l'enseignement. Donc l'Église catholique ne sabote pas la politique. Chacun doit assumer ses responsabilités. Pour que la gratuité fonctionne, il y avait un état de lieu. Il faut 2 milliards de dollars. Notre budget n'est que 3 milliards et 500. Il y a un problème sérieux. Voilà, merci beaucoup. Dont on a parlé ici, le docteur Mouyembe a étudié là-bas en 1972. Voilà. Alors comment aujourd'hui on a décrété qu'on a été une école fictive? Moi-même aussi j'ai terminé là-bas. Voilà. Donc c'est des investissements importants. Les journalistes sont obligés de pouvoir éclairer aussi notre population. Monsieur l'abbé, le coordinateur, vous n'avez non, je n'ai rien à dire. Voilà. Vraiment, nous vous remercions. Nous sommes sûrs que l'information va circuler et que nos frères, nos sœurs seront aussi éclairés. Merci. Okay. On va terminer par la gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, pour Dieu qui vient pour les siècles et les siècles. Merci vraiment. Bonjour. Vous êtes parmi ceux-là qui militent toujours pour les changements et le développement de notre pays. Quelle lecture faites-vous de ces gouvernements Sama Lukonde? Bon, il faut d'abord dire que c'est le gouvernement de la République. Hein. C'est notre gouvernement, quoi qu'il soit ici de l'Union sacrée, cette vision du chef de l'État. D'abord, nous saluons la sortie de ce gouvernement. Dit-on mieux vaut tard que jamais. Il est sorti. Il a ses imperfections. Il a aussi ses... Je vais commencer par ses forces. Il a ses forces, mais il a aussi ses faiblesses. Et parmi ces forces, nous avons vu qu'il y a réellement de nouveaux visages qui sont entrés là, sur la scène
politique en termes de gestion. La jeunesse a été privilégiée, les genres aussi a été privilégié. Mais nous notons quand même un certain déséquilibre sur le plan provincial. Et donc vous savez que l'équilibre de la répartition des postes de l'État est une notion consacrée par la Constitution. Et donc il fallait veiller à sorte que toutes les provinces soient représentées. Parce que nous avons 26 provinces et les membres du gouvernement sont bien au-dessus de 26. Donc il fallait en principe que chaque province soit au moins représentée et que s'il y avait des avantages liés au poids politique, ça soit appliqué outre cette représentation qui est consacrée par la Constitution. Y a-t-il une province qui n'est pas représentée? Oui, je pense qu'il y a quelques provinces qui n'ont pas été représentées. Je ne veux pas les citer, mais je sais qu'il y a des provinces qui n'ont pas été représentées ou qui ont été faiblement représentées. Je vais ici par exemple parler de ma province de l'Ituri, où nous n'avons eu qu'un vice-ministère. Nous ne méritons pas un vice-ministère. Sur le plan démographique, nous avons 10 millions comme population et nous représentons à peu près 5,5% sur le plan national. Et donc un vice-ministère ne suffit pas pour l'Ituri. Nous demandons à ce que prochainement l'Ituri soit considéré à sa juste valeur. Et donc c'est l'une des faiblesses pour ces gouvernements, mais néanmoins nous lui souhaitons toute une bonne chance et nous croyons qu'il va faire quelque chose parce que tout ce que nous attendons c'est les changements et surtout les changements dans la vie quotidienne de la population. Nous sommes passés des 66 ministères sous l'ère Ilukamba Sylvestre à 56 avec le Premier ministre Sam Malukonde. Les chefs de l'État avaient promis la réduction en termes de format de ces gouvernements, mais aussi la réduction des trains de vie de ces institutions-là. Est-ce que le fait de réduire à 10 ministères signifie vraiment qu'il a réduit les formats du gouvernement? Bon, qu'il réduise à 2 ou à 3 ou à 10 comme il a fait, néanmoins il a réduit parce qu'il avait promis de réduire, il l'a réduit. Et nous sommes aussi de ceux-là qui pensent qu'il est inutile de multiplier les ministères. Autant mieux fusionner certains ministères et pourvu que l'efficacité soit là. Mais le problème se pose en termes des animateurs. Il faut des animateurs très compétents parce que dans le gouvernement, il faut de la technocratie. Au-delà de la répartition politique, il faut aussi tenir compte des compétences des gens. Et donc sur ce point-là, je crois que je ne lui reproche pas grand-chose. La taille du gouvernement a été réduite. Mais nous croyons que les ministères qui ont été fusionnés vont bien se retrouver là où ils ont été amenés. Donc je n'ai pas trop de choses à dire par rapport à ça. Certains parmi vous, les députés, également membres de l'Union Sacrée, se plaignent de ne pas retrouver leur nom lors de la publication. Déjà, nous savons que vous êtes à 500 députés au sein de l'hémicycle et c'est quand même compliqué de voir 500 personnes dans des ministères. Est-ce que la répartition elle est mal faite? Il fallait privilégier les combats de chacun en termes de députés personnellement ou tout simplement suivre la ligne de conduite de chacun des partis politiques qui ont proposé les listes au Premier ministre? Bon, d'abord, je ne fais pas partie de ceux qui se querellent de ça parce que je soutiens bien sûr les changements dans la République, mais pas nécessairement au sein de l'Union Sacrée. Mais moi, je pense qu'il était aussi impossible que tout le monde puisse se retrouver, d'autant plus que il n'y a pas seulement les députés qui sont appelés à être au gouvernement, il y a aussi de nos députés qui sont capables de devenir membres du gouvernement. Notre constitution le permet. Moi, je pense qu'il était totalement impossible que toute personne se retrouve au sein du gouvernement. Mais moi, je pense que la représentativité en termes de regroupement ou en termes de partis ou de familles politiques, c'est ce qu'il fallait plus privilégier. Au-delà de ce que j'ai déjà dit, bien sûr, par rapport aux provinces, pour éviter les frustrations. Mais moi, je crois qu'ils peuvent se retrouver dans leur famille politique pour arranger leurs différends au lieu de bloquer la République, parce que nous avons besoin que nous puissions avancer. Nous sommes restés longtemps sans gouvernement, et ces gouvernements, quelles que soient ses imperfections, nous avons besoin de les voir faire quelque chose pour le peuple. Voilà. Et donc ça, nous le disons sans état d'âme. Nous ne disons pas attaque Union Sacrée, nous ne disons pas attaque FCC, nous le disons comme députés qui se battent pour le bien-être du peuple. Combien de pourcents de réussite et combien de chances d'échec pour ces gouvernements? Non, je ne vais pas être prophète de malheur. Je vais tout simplement leur souhaiter la bonne chance, la réussite, et qu'ils travaillent pour le changement et qu'ils travaillent pour le bien-être du gouvernement. C'est notre gouvernement à tous, quoi que nous ne fassions pas partie de ça, et quoi que nous ne soyons pas peut-être de la famille politique de qu'elle soit ici, mais ils travaillent pour le bien de la République. Et ils sont là, non pas pour les familles politiques, ils sont là pour le peuple congolais qui doit bien servir à ce moment-ci. Dernière question, honorable, quels sont les défis qui attendent ces gouvernements et surtout comment s'y prendre?
Bon, si j'étais leur conseiller, si j'étais conseiller du Premier ministre ou si j'étais un technicien recruté auprès du gouvernement, je leur dirais principalement de se pencher avant tout sur la sécurité, notamment sur la situation sécuritaire à l'Est, parce que ne soyez pas sans ignorer que nous sommes en train de perdre des parties de notre terre petit à petit. Il y a des provinces qui le sont des noms, mais les gouverneurs des provinces ne savent pas contrôler l'ensemble de tout le territoire parce que c'est occupé par, certaines parties sont occupées par les groupes armés et totalement incontrôlables. Et donc moi je pense que la défense de cette intégrité territoriale, la remise de la sécurité, l'affirmation de l'autorité de l'État sur l'ensemble des l'étendue de la République, c'est pour moi le premier chantier. Et va suivre, si j'étais encore une fois leur conseiller, j'allais leur dire de se pencher sur les infrastructures, notamment les routes. Il faut ouvrir les routes à tous les niveaux pour permettre aux gens de circuler librement, mais surtout d'évacuer les produits agricoles. Nous saluons et nous soutenons toute cette vision de chef de l'État qui consiste à faire de l'agriculture le premier pilier pratiquement. Il faut que l'agriculture prenne la place de la mine, parce qu'aujourd'hui notre économie est pratiquement monojambique, basée sur la mine et peut-être soutenue un peu par les recettes douanières. Donc il faudra faire de l'agriculture le premier pilier de notre économie, comme l'a fait le Brésil et d'autres pays qui ont eu à émerger à vitesse de croisière. Et donc je pense qu'ils doivent privilégier les routes, ils doivent privilégier l'agriculture, la pêche, l'industrie, pour que nous soyons à même et à mesure d'affronter cette nouvelle réalité dans laquelle nous sommes brutalement entrés, à savoir la zone libre d'échange. Moi, je n'étais pas du nombre de ceux qui partageaient qu'il fallait aller si vite, mais bon, nous y sommes par la volonté de ceux qui décident, mais il faut vraiment se préparer très vite pour affronter cette réalité du nouveau marché, de peur que nous ne soyons réduits au marché des autres et des simples acheteurs sans rien amener sur le marché. En tout cas, j'étais sur les points de conclure, mais vos propos m'ont poussé à vous poser une toute petite dernière question, celle de comprendre, vous députés, vous avez décidé ici lors d'une plénière de mettre sur pied deux commissions, une commission qui va devoir descendre sur le terrain, enquêter finalement sur cette situation et on a apporté des suggestions en ce qui concerne les précautions à prendre. Le fait d'exclure les originaires de cette contrée du pays, on peut quand même croire que vous allez aboutir à des résultats escomptés. Bon, moi-même je suis ici du territoire le plus rouge de la République maintenant. Je suis élu d'Njougouanitouri. C'est le territoire le plus rouge en termes d'atrocités actuellement. La plénière a décidé ainsi que nous qui sommes députés ici de ces zones conflictuelles ne puissions pas faire partie de cette mission. Nous l'avons accepté comme tel parce que cela présente un avantage et des désavantages aussi. L'avantage, c'est qu'on ne dira pas que nous avons influencé pour que tel ou tel soit accusé. Dans le cas où il y a des complices, s'il y a un député qui est du coin qui va, on risque de dire que c'est tel qui nous a traités. Et donc il faut que cette commission elle soit libre. Mais le désavantage, c'est qu'il risque aussi d'être désorienté sur le terrain, où tout ce qu'ils peuvent ramener peut être aussi remis en cause, parce que ce qui est fait sans nous peut être aussi fait contre nous. Et donc je pense que de part et d'autre, il y a des avantages et des avantages, mais je pense quand même qu'il fallait, même en termes de 10 ou 20%, que les originaires soient représentés dans ces commissions, mais que les limites de leur pouvoir soient circonscrites et limitées, au sein d'un petit règlement intérieur qui pourra gérer la commission en interne. Bon, la plénière l'a décidé ainsi, mais je pense aussi que notre président est quelqu'un qui réfléchit. Je pense qu'il pourra toujours voir comment essayer de ne pas exclure de manière totale les originaires qui pourraient aussi leur être importants en termes de guide et de présentation de certaines réalités sur le terrain. Merci Laurent. À moi de vous remercier. Quelle lecture faites-vous de la sortie du gouvernement? Bon, on a beau attendu la sortie de ce gouvernement et la fumée blanche était sortie le lundi et maintenant le pays est fixé parce que nous avons déjà un gouvernement, on a un nouveau bureau de l'Assemblée nationale, on a un nouveau bureau du Sénat, on a la présidence de la République, donc toutes les institutions sont déjà mises en place, mais il reste l'investiture de ce gouvernement. Et l'investiture du gouvernement est sujette du programme que vient de nous présenter le Premier ministre Jean-Michel Samaloukoto. Si ça va trouver l'assentiment des élus que nous sommes, nous allons l'investir. Parce que depuis
le régime du président Félix Antoine Tshisekedi, c'est la deuxième année finissant, la population ne se retrouve pas. Et nous, comme élus, nous allons veiller à ça. S'il n'y a pas vraiment de programme clair pour changer la situation de la population, nous allons nous réserver. Nous allons nous réserver et le Premier ministre doit s'assumer. Et je crois que nous avons confiance à lui. Ce n'est pas pour rien que le chef de l'État lui a placé confiance. Il sera conséquent pour dire qu'au Congo, la population souffre. Donc il y a des domaines prioritaires qui doivent s'investir et qui doivent venir nous présenter des objectifs clairs pour la mise en œuvre des actions que la population va sentir qu'il y a les changements dans la République. Certains parmi vous, honorables, se plaignent par rapport à la répartition, tout simplement la formation géopolitique. Certaines provinces ne se sont pas retrouvées. Est-ce qu'il faut déjà craindre que le gouvernement ne sera pas investi à cause de ces dissidents ou de certains honorables qui se sentent lésés après la sortie du gouvernement? Bon, en politique, il ne faut pas beaucoup se plaindre. Bien sûr qu'il y a le jeu d'intérêt, tout le monde veut se retrouver, mais vous avez vu que ça a passé plus de 2 mois avant que le gouvernement ne sorte, c'est par rapport à ce qu'on s'ambule. On ne fera pas un miracle pour que toutes les provinces se retrouvent, tous les députés se retrouvent, et tout ça, mais qu'il y ait une grande représentativité. Comme il y a 27% de femmes, bon, nous qui sommes genrés, nous pouvons dire que c'est bon, parce que les femmes, il y en a beaucoup dans le gouvernement. Et le problème de la représentativité, bon, seulement on a constaté qu'il y a eu un peu de déséquilibre, mais c'est ce qui apparaît toujours lorsqu'on forme un gouvernement. Donc ce sont des choses qui peuvent être corrigées. Donc nous espérons que, pour moi, c'est le programme que viendra nous présenter le chef du gouvernement. C'est ce qui compte pour moi, et pas le problème des nominations, et pas le problème des tribus, le problème des ethnies, non. Dernière question, honorable, qu'est-ce qu'il faudrait prioriser après l'investiture de ces gouvernements? Ce qu'il faudrait prioriser, parce que nous sommes déjà au mois d'avril, donc nous avons déjà voté la loi des finances, et les retombées, nous attendons les retombées, que le programme du gouvernement donc, soit en action. Hein? On commence à budgétiser les lignes qui ont été votées pour qu'il y ait des solutions. Il y a, par exemple, pour moi, c'est le problème de la sécurité. Oui. Donc nous parlons seulement de l'Est, mais presque toutes les provinces, il y a des problèmes de l'insécurité, même ici dans la ville de Kinshasa. Donc si on met un budget conséquent et du sérieux, la volonté politique est sur le problème de la sécurité, je crois que lorsqu'il y a la paix, il y a le développement. Donc pour moi, c'est la question prioritaire, la recherche de la paix en République démocratique du Congo. Et la paix, même s'il y a la famine, il n'y a pas la paix aussi. Donc la paix a une très grande extension. S'il n'y a pas la justice, il n'y a pas la paix. Donc il y a beaucoup d'aspects qu'il faut tenir compte, mais c'est des tueries. Nous les Congolais, nous avons toujours milité pour l'intégrité de notre pays. Nous n'avons jamais voulu qu'il la partition, mais les genres de tueries qui se passent actuellement à Beni, à Ituri, tout ça, ce sont des histoires vraiment ce sont des innovations dans la barbarie. Donc ce sont des choses que le chef de l'État doit vraiment marteler et le chef du gouvernement pour faire ça de leur cheval de bataille comme priorité de priorité. Merci, honorable. C'est moi qui vous remercie. Merci à vous tous, madame, messieurs, qui avez suivi avec grande attention les interventions des députés nationaux qui s'indignent contre la discrimination. C'est comme ça qu'ils qualifient, ce n'est pas mes mots. Vous avez suivi, je ne citerai pas leurs noms parce qu'ils se sont présentés eux-mêmes lors de ces interviews. Merci de mettre en commentaire ce que vous pensez. On continue à chercher des acteurs politiques pour vous qui vont devoir réagir par rapport à la formation, la publication de ces gouvernements. Est-ce qu'il faudrait estimer que l'Union sacrée désormais est en danger?
à l'issue de ces genres de déclarations? On ne sait pas. Personne ne souhaite les malheurs pour l'Union sacrée. Tout le monde veut voir la RDC se construire et surtout que tous les leaders se mettent ensemble afin de faire avancer notre pays. Nous sommes également de cette optique-là. Espérons qu'ils vont trouver compromis entre eux d'abord députés afin de ne pas refuser à investir ces gouvernements qui va devoir s'investir dans les jours qui viennent. Espérons que ça va se passer comme ça et surtout dans l'amiable qui vont devoir régler leurs comptes à l'interne et surtout qui s'attendent. Certains d'entre eux pourraient peut-être être nommés mandataires dans des entreprises publiques. Dans tous les cas, être ministre révocable à chaque minute qui passe, être député, avoir un mandat national irrévocable juste après 5 ans. Et après, ce n'est pas le président qui va décider sous son sort ou ton sort, toi, député. Ça sera à cette base-là, bref, gouvernement congolais, peuple congolais, en étant ministre, en étant député, en étant Oyozali, Nabisika Opozali, aux obligés Tozaka ministre, Topé Moka Zaka obligé de représenter la ministre pour vous servir au Mboka. Non, faites d'abord ce qu'il y a de mieux pour le peuple congolais, pour vos bases en premier et après pour la République démocratique du Congo. Merci de nous avoir suivis. Merci à Nzouzi qui était derrière la caméra pour la réalisation. Retrouvez-moi dans un tout prochain numéro. À très bientôt.